Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui une combattante de la liberté, une femme de conviction. Notre invitée avait à peine 20 ans lorsqu'elle s'est engagée dans la lutte politique indépendantiste acharnée. Elle nous fait ce soir le plaisir d'être dans l'entretien du jour. Augusta Epania, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la direction de l'UPC Manidem, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. On n'aurait pas le temps ici ce soir de parler de ce parti né en 1948, mais si vous devez présenter rapidement ce parti en 3 phrases à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dire abnégation, dire liberté, souveraineté, rupture avec le néocolonialisme. C'est un peu plus de 3 mots. Ouais, c'est très bien résumé. C'est un parti qui, on va dire, entre guillemets, n'est pas reconnu par votre pays, le Cameroun, les autorités de votre pays, alors que c'est un parti historique. C'est quasiment le premier parti. Oui. C'est quasiment le premier parti camerounais. Enfin, premier parti. Il y avait les partis colonialistes à l'époque, mais le premier parti, effectivement, de Camerounais qui revendique pour le Cameroun. Et voilà, et nous ne sommes toujours pas reconnus, bien que... parce qu'il y a eu une moult démarche, enfin, j'y reviendrai pas, le temps est court, de notre part pour être reconnu effectivement, parce qu'on existe, y compris on a existé dans la clandestinité, etc. Et donc la Cour africaine, la Commission africaine des droits de l'homme nous a donné raison en 2014 et a intimé l'ordre à l'État camerounais de nous reconnaître sous le sigle UPC Manidem. Parce que, entre-temps, des UPC pro-gouvernemental, il faut bien appeler les choses par leur nom, avait été créé avec... On vu le jour. Comme d'habitude sur nos continents, il y a eu certains qui sont venus pour dire « je suis de l'UPC » parce qu'ils étaient peut-être membres fondateurs et après ils sont allés faire carrière dans le parti au pouvoir. Vous ne pouviez pas mieux dire. C'est des gens effectivement qui pour certains avaient cheminé un temps avec l'UPC mais qui après effectivement ont rompu avec ce parti et ont rejoint le parti unique puisque jusqu'en 90 on était sous le parti unique, l'UNC, l'Union nationale du Cameroun. Cette décision favorable de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, pourquoi elle n'a jamais été respectée par le gouvernement de votre pays? Parce que nous ne sommes pas dans un état de droit, dans un pays de droit. Et qu'effectivement, ils n'ont eu de cesse de s'acharner contre l'UPC. Et aujourd'hui, ça n'est plus que contre l'UPC, c'est contre l'ensemble de la société civile, y compris des partis beaucoup plus... disons modérés que nous, effectivement, bon voilà, et aujourd'hui on s'attaque à tout ce qui bouge, enfin tout ce qui conteste un tant soit peu l'ordre établi, l'arbitraire quotidien que nous subissons tous malheureusement. Je me demandais si l'UPC Manidem donc avait été légalisé, j'aime pas beaucoup ce mot, mais reconnu comme parti à l'intérieur par les autorités de votre pays. Est-ce que vous aurez participé au dernier dialogue national? Je peux pas trancher. Vous savez, nous, on est un parti, on n'est pas des individus singuliers. Et nous débattons des prises de position que nous prenons. Je peux pas trancher toute seule, mais nous avions posé des préalables à ce grand débat. Donc, effectivement, on avait posé des préalables qui étaient que il nous semblait qu'on ne pouvait pas être jugé parti, ce qui est le cas de l'État camerounais, qui est responsable de la crise actuelle, qui est responsable de la situation du Cameroun, puisque ça fait quand même 36 ans que ça dure, sous M. Biya. Mais il y a quand même eu Ahidjo, qui est le père de Biya, qui, bon, on peut dire que la situation était peut-être un tout petit peu meilleure du point de vue des infrastructures, mais du point de vue des libertés publiques, c'était l'horreur. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que... Enfin, ça fait 60 ans qu'on est sous un joug dictatorial et de l'arbitraire. Donc, est-ce qu'on aurait participé? On a posé des préalables. Les préalables, c'était une commission, une structure qui aurait réuni tous les protagonistes politiques, associatifs, voire religieux, de la société civile, etc. Il y a des grandes associations, par exemple, telles que le REDAC, qui est une grande voix, qui est une association autorisée en matière de défense des libertés publiques à l'échelle de l'Afrique centrale, 8 pays qui n'étaient pas invités. Vous voyez, c'est absurde, enfin ça n'a pas de sens.
Et puis, sans parler des protagonistes eux-mêmes, les chefs de file séparatistes, qui sont embastillés pour beaucoup, et d'autres qui sont en exil, qui n'étaient pas invités. Donc comment pouvez-vous envisager un véritable dialogue, c'est-à-dire on dialogue, vous amenez vos arguments, j'amène les miens. Nous sommes au départ sur des pôles complètement antinomiques et on essaie de trouver un terrain d'entente. Et là, vous dites qu'il n'y avait pas eu de dialogue. C'est beaucoup plus un monologue du RDPC avec lui-même et quelques menus frétins. Absolument. C'est ça que d'autant que quand vous regardez la constitution des commissions et que vous examinez d'un peu plus près la constitution des différentes... Il y avait 8 commissions. Pour l'essentiel, c'était... Je dis bien pour l'essentiel, pas pour l'intégralité, mais c'était beaucoup de membres du RDPC. Même quand elles étaient présentées comme des personnalités indépendantes. On sait très bien que c'est des gens qui sont encartés au RDPC pour un certain nombre d'entre elles. On va quand même parler des conclusions de ce grand dialogue national qu'on nous a vendu et qu'on a regardé de loin d'ici. Parmi toutes les recommandations qu'on a vues, entendues, quelles sont les recommandations qui vous paraissent à peu près aller dans le sens d'une amélioration possible de la situation d'aujourd'hui dans votre pays? Je ne veux pas paraître négative ou comme ne voyant jamais le verre à moitié plein. Je ne veux pas apparaître comme ça, sincèrement, mais très sincèrement et très franchement. Dans la mesure où la faisabilité et le calendrier, disons, de toutes ces mesures-là, on ne l'a pas établi. Qui va contrôler ? Qui va vérifier que les choses se font, ne se font pas, qu'il y a un élément de blocage, etc. Tout ça n'est pas établi. Qui va le faire ? Le gouvernement va apprécier. Voilà. Comme le Seigneur. Alors, en plus, vous avez vu le processus non seulement au niveau de la constitution de ceux qui ont mené le grand dialogue, vous avez vu comment ça s'est passé, j'imagine que vous avez suivi, mais en plus de cela, une fois que les différentes commissions avaient déterminé, s'était entendu sur un certain nombre de choses. C'était le grand seigneur qui devait... c'est des pouvoirs astronomiques. C'est invraisemblable. C'est le chef de l'État qui décide de tout. Qui décide de tout. C'est-à-dire que des gens sont censés se réunir. Alors, en plus, quand vous voyez le temps record dans lesquels les gens se sont réunis... C'est parce que les Camerounais sont des gens intelligents. C'est ça. On est supérieurement intelligents. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Mais on n'est pas les seuls. Les Africains sont très intelligents. On a un génie, malheureusement, qui est... aujourd'hui pas du tout mise en relief qui n'est pas mise au service des peuples, mais qui arrive à éclore ça et là de temps en temps quand même, ici ou là-bas. On parle de décentralisation accélérée. C'est ça. C'est un mot qui vous plaît ou l'idée vous plaît? Mais accélérée comment? Depuis 96, la décentralisation. Alors si... entre 96 et 2018, regardez le nombre d'années qui se sont écoulées, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, parce que disons que c'est un des éléments, c'est une des mesures, si elle avait été réellement mise en œuvre, qui aurait peut-être empêché qu'on en arrive à cette situation. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Absolument, absolument. Parce que, effectivement, étant entendu qu'on joue réellement le jeu, ce qui, évidemment, dans les conditions telle que la nature de l'État est, avec une concentration des pouvoirs, avec une concentration des moyens financiers, matériels, c'est évidemment très compliqué. Mais supposons qu'on ait vraiment joué le jeu. Ça aurait vraisemblablement empêché qu'on en arrive à ces extrêmes-là. C'est-à-dire, 3 ans après, plus de 3000 morts, près de 600 000 déplacés internes et près de 55 000 réfugiés au Nigeria. C'est terrible, ça, non? Et des villages entiers rasés, et une économie par terre, etc. C'est terrible. Comment on explique? C'est une parenthèse qu'on va juste ouvrir et la refermer juste derrière, parce que le sujet aujourd'hui, ce sont les conclusions du grand dialogue national. Mais comment expliquez-vous qu'une crise qui a démarré comme une crise sociale, où il y avait des avocats, des enseignants dans les rues, et qui réclamaient juste quelque chose qu'on
comprendre au niveau de l'État et à laquelle on pourrait répondre à dégénérer en une crise sécessionniste et meurtrière. Alors, il faut dire que ces deux régions du Cameroun ont une histoire particulière. Oui. Hein, on ne va pas revenir sur l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, mais 61, 72, la période du fédéralisme à l'État unitaire, enfin, le soi-disant référendum qui n'en était pas véritablement un. Bon, tout ça laisse effectivement un passif important par rapport au statut de ces deux régions. Mais ceci dit, il y a un vrai sentiment de discrimination qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité. Il y a une vraie politique discriminatoire à l'égard de ces deux régions. Alors, qui ne concerne pas que ces deux régions, mais du fait de ce passé historique, de cette domination coloniale différente du reste du pays, avec évidemment du coup un patrimoine différent aussi, des institutions différentes qui sont calquées, il faut quand même bien le rappeler, de même que c'est vrai du côté francophone, qui sont calquées sur le modèle colonial, parce que ça il faut jamais l'oublier. Il est temps que nous imaginions, que nous inventions nos propres institutions à l'aune de notre histoire, à l'aune de notre culture, à l'aune de nos aspirations, et qu'on ne soit plus que pas seulement dans la reproduction de ce qui existe, et qui plus est, même pas le mieux disant ailleurs à l'extérieur, mais ce que le colon nous impose en disant c'est le canevas, vous ne pouvez pas en sortir vous faites Absolument. Ce que je dis et ça s'arrête là. Regardez le grand dialogue. Est-ce que c'est pas une duplication de ce que Macron a fait ici, en France, hein? Non mais vraiment, enfin, quelques mois après, on nous pond le grand dialogue, alors que, enfin, je veux dire, on aurait pu prendre un ensemble de mesures, etc. Mais en plus, on prend même pas la peine d'essayer de trouver un nom un peu plus personnel. Pourquoi travailler si dur alors qu'on a déjà inventé l'ampoule? C'est ça, comme vous dites. Ben, si l'ampoule éclaire bien, d'accord, mais quand l'ampoule n'éclaire pas, c'est un problème. On referme donc cette parenthèse. Quand je repense aux résolutions de ce grand dialogue national, je me dis, pour ne pas jouer les oiseaux de mauvais augure ici et de malheur, est-ce qu'il y a quand même des signes? Quand je vois la libération des prisonniers, quand je vois le changement des préfets, des sous-préfets qui ont été tous balayés d'un coup comme ça, est-ce que ce n'est pas des frémissements d'un lendemain meilleur? Je suis naïf. On aimerait tellement y croire. Moi, ce que je veux dire déjà, c'est que, évidemment, on a tous salué la libération de Maurice Kamto et des militants du MRC et des autres, de quelques autres militants qui ne sont pas du MRC. Je pense à Jules Anama, par exemple, qui est un activiste qui n'est pas encarté au MRC, et d'autres. Mais il y en a encore beaucoup. Oui. Bon, il y a d'abord tous les responsables anglophones, séparatistes, etc. Mais il y a Bibixi, par exemple, Bancho Bibixi. Bancho Bibixi, c'est un activiste, c'est un citoyen qui a manifesté, etc., qui est embastillé jusqu'à maintenant. Il y a, par exemple, Wilfried Siewe, qui est un compatriote qui est parti d'Allemagne, qui est venu en vacances en Allemagne, qui est venu en vacances au Cameroun, autant pour moi, et qui a été arrêté, qui n'a pas été libéré, etc. Il y a un enseignant qui a cité Kamto dans son cours ou son ouvrage, et dont un des enfants a été rapporté ça à ses parents. Sérieuse? Je suis très sérieuse. Et qui n'est pas libéré. Bref, je pourrais vous égrener comme ça. Il y a Chuta, qui est un journaliste, pareil, qui a été c'est Calix Beyala, notre fameuse écrivaine, n'est-ce pas, qui joue un sale jeu et qui a porté plainte contre ce monsieur parce qu'elle considérait qu'elle avait été salie. C'est son droit le plus absolu. Mais le monsieur est embastillé à ce jour et bon, pas jugé, il est maintenu en prison, etc. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Vous dites que la détente aurait pu aller plus loin. Alors, ce que je dis surtout, c'est que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu mobilisation des Camerounais. D'abord, parce qu'on nous parle de la pression externe. Ça, pour moi, c'est insupportable. Parce que c'est toujours comme si c'était l'extérieur qui faisait la politique. Or, c'est faux. Si l'extérieur bouge, y compris nos parrains, partenaires, on va les appeler sobrement les partenaires. Appelons-les les partenaires.
s'ils bougent, c'est bien parce que ça bouge à l'intérieur. Sinon, ils n'ont aucune raison de bouger. Si à un moment donné, ils disent à Biya, ils tirent l'oreille à Biya en lui disant « Écoute, maintenant, il faut être sérieux, quoi. Il faut faire quelque chose. » C'est bien parce qu'à l'intérieur, ça bouge. Sinon, objectivement, ils n'ont aucune raison de le faire. Leurs intérêts sont préservés. Il y a 140 filiales françaises de multinationales françaises au Cameroun qui contrôlent tous les secteurs de l'économie. Évidemment, il y a d'autres partenaires, des Canadiens, des Chinois, etc. Mais la France continue à contrôler absolument l'économie camerounaise. Donc, vraiment, ils n'ont aucune raison, si ça ne bouge pas, si ça ne bouillonne pas à l'intérieur, de rappeler Biya à l'ordre. S'ils l'ont fait, c'est bien parce que les Camerounais ont bougé et continuent à bouger, y compris dans la diaspora. Ça, c'est très important. Du coup, je me disais, qui était le grand vainqueur finalement de ce dialogue? S'il y avait un vainqueur? Le peuple. Le peuple camerounais. Le peuple camerounais. Et je pense que plus il se mobilisera et plus on obtiendra des choses. Et objectivement, ce qu'on doit absolument réussir à obtenir et à imposer, c'est une transition politique, une véritable transition politique. Nous, c'est ce qu'on prône. L'UPC Manidem prône une véritable transition politique où tous les partenaires qui veulent véritablement la construction de ce pays et la construction de l'Afrique, parce que pour nous, les deux choses sont imbriquées, absolument. C'est indissociable. Et c'est ça aussi qui fait la marque de fabrique de l'UPC. C'est que le caractère panafricaniste a toujours été un élément central de son projet, considérant que le maillon Cameroun ne pourrait pas se libérer durablement tout seul. On l'a vu en Côte d'Ivoire, hein. On l'a vu, ceux qui ont essayé, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu. On pourrait prendre moult exemples. Augustin Epania, vous m'intriguez beaucoup. Ah bon? Et je me demandais comment, à 20 ans, on s'engage en politique à 20 ans, dans un contexte comme celui-là à l'époque. Moi, je pense que j'ai été très fortement marqué par l'expulsion de mon père, qui était un militant politique également, camerounais bien sûr, donc, qui a été expulsé de France en 61, littéralement enlevé, avec la complicité de l'État français, bien sûr, et livré à Ahidjo. Il aurait pu être zigouillé. Excusez-moi de m'exprimer comme ça. Il aurait pu... D'ailleurs, est-ce que l'objectif n'était pas celui-là? S'il n'avait pas eu un ou deux oncles bien placés, assez proches qui avaient l'oreille d'Ahidjo, je pense qu'il aurait été liquidé physiquement. Donc voilà, moi je pense que ça a été très déterminant. Ça a été déterminant. Très bien. On racontera cette histoire personnelle à une autre occasion. Oui, et puis bon, c'est pas ça le plus important. Augustin Epania, merci beaucoup. Merci à vous, c'était très intéressant et très court. Membre de la direction de l'UPC Manidem, donc merci infiniment d'être venu dans Merci à vous et j'espère que c'est la première fois d'une petite série peut-être. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.